C'est une région enclavée en Europe continentale, au nord de la Pologne et au sud de la Lituanie, située à plus de 1000 km de Moscou et qui fait partie de la Russie, l'oblast de Kaliningrad. Nous allons découvrir son passé et notamment la longue histoire commune que la France et la Russie ont eue sur ces terres au cours des siècles. Tour à tour alliés ou adversaires au travers de nombreux conflits. Aujourd'hui, cette région s'ouvre au tourisme comme en témoigne la ville de Kaliningrad où de nombreux bâtiments ont été restaurés. Sa côte baltique comporte aussi des stations balnéaires qui font le bonheur des habitants et des touristes de passage. Et nous terminerons par l'un des plus beaux quatre-mâts au monde, qui croise au large régulièrement, son port d'attache est en Kaliningrad. À l'origine, la région était peuplée par des tribus païennes de Prussiens qui prospéraient dans l'agriculture, la pêche, la collecte et le commerce d'ambre sur la côte. Ces terrains, riches et fertiles, attiraient la convoitise de leurs voisins. Au XIIIe siècle, les Prussiens firent la guerre à l'ordre teutonique, mais certains d'entre eux furent contraints de se retirer et de se rendre en Russie, dirigés par le chef de l'opposition Glanda Kambila, d'où provenaient de nombreux clans russes, dont les Romanov, qui fondèrent la dynastie russe. Conquis lors d'une victoire des chevaliers de l'ordre teutonique, ceux-ci construisirent le château de Königsberg en 1255. Königsberg devient alors la capitale du duché et au XVIIIe siècle, le royaume de Prusse. Son territoire connut alors une histoire agitée. Ici, le 30 août 1757, près du village de Groß-Jägerdorf, une des célèbres batailles de la guerre de 7 ans, que certains historiens appellent la Première Guerre mondiale, a eu lieu. La Russie et la France étaient alliées, l'armée russe a vaincu la Prusse est donc devenue une province de l'Empire russe pendant 4 ans. Suite à cette victoire, Königsberg fit alors partie de l'Empire russe et ses habitants, y compris le philosophe allemand Emmanuel Kant, fondateur du criticisme et de la doctrine dite idéalisme transcendantal, jurèrent fidélité à l'impératrice Élisabeth Petrovna, dite Élisabeth de Russie. Kant reste encore le citoyen le plus célèbre de la ville de Kaliningrad. 4 ans plus tard, la ville redeviendra prussienne. Une légende raconte qu'il n'y a toujours pas de preuve de la renonciation de Kant à son allégeance russe. Si au XVIIIe siècle, au cours de la guerre de 7 ans, la France fut l'alliée de la Russie, il n'en fut pas de même au XIXe. Sur ces terres, en février 1807, alors que la Grande Armée était à la poursuite des Russes, alliés des Prussiens, le général russe Bennigsen accepte l'affrontement à Eylau sur un terrain plat favorisant ainsi la cavalerie. C'est à l'aube que le maréchal français Augereau, à la tête de l'infanterie, lance une offensive. Mais une aveuglante tempête de neige le dévie de son but et ses divisions sont mitraillées à bout portant. C'est à ce moment-là que l'empereur, en s'adressant à Murat, lui dit « Est-ce que tu vas laisser ces gens-là nous dévorer notre armée ?» Et Murat, bien sûr, a saisi son sabre et il s'est lancé vers la cavalerie française. Il a ordonné la charge, il a crié pour le commandement juste une phrase « La direction, le trou de mon cul ». Il s'élança le premier dans cette charge magnifique où il a entraîné 10 000 cavaliers français, dragons, cuirassés, hussards, cavaliers de la garde. C'était une charge formidable. Cette bataille fut très indécise. Après une contre-attaque russe, c'est finalement l'arrivée du maréchal Ney qui est déterminante. Celui-ci apporte 9000 hommes frais au cours de la soirée. Les Russes se décident à sonner la retraite. Bennigsen déclara même au tsar Alexandre que c'était une victoire. Un obélisque commémore la bataille. Il est communément appelé le mémorial des 3 généraux et est dédié aux frères d'armes, les Prussiens, les Stock et Dietrich, et le Russe, Bennigsen. Le 9 février, le lendemain de la bataille, l'empereur parcourut le champ de bataille. Il a ordonné surtout de relever non seulement les blessés français, mais les blessés russes. Un tableau célèbre d'Antoine Jean Gros, commandé par Napoléon, retrace d'ailleurs cet épisode. L'importance de ce champ de bataille et sa portée symbolique pour la France et la Russie font qu'un mécène russe s'est mis en tête de le reconstituer en commençant par un lieu phare qui fut sous l'époque soviétique transformé en usine. Je voudrais noter que le quartier général de Napoléon était situé juste à côté du bâtiment. Et il regardait la bataille de Preußisch-Eylau
depuis le clocher de cette église. Le concept de la restauration de l'église dans sa forme originale est déjà préparé. En raison du fait que ce bâtiment a été modernisé pendant la période soviétique, nous prenons un ensemble de mesures pour restaurer son aspect original. Mais la guerre de Napoléon sur ce territoire n'en était pas pour autant terminée. La bataille de Friedland fit suite à celle d'Eylau. Pendant que l'empereur se tenait encore à Eylau, le maréchal Lannes fut envoyé en éclaireur pour observer les positions ennemies en repli. Les Russes, observant du clocher ce corps d'armée isolé, décidèrent de l'attaquer. Sur ce champ de bataille, au début, il y avait juste le corps du maréchal Lannes qui a pu tenir contre toute l'armée des Bennigsen, qui arrivait de l'autre côté de la rivière Halle. Et Lannes a tenu pendant plusieurs heures, ce qui a permis à Napoléon de concentrer ses forces, d'attaquer l'armée, l'écraser et la pousser vers la rivière. 2 jours après, le 25 juin, les 2 empereurs se rencontrèrent sur un plateau au bord du Niémen. Et puis le 7 juillet 1807, la paix de Tilsit était signée. Avec ce traité, la Russie devient l'allié de la France et adhère au blocus continental contre l'Angleterre. Après quelques années de paix, la levée par Alexandre Ier de Russie du blocus continental imposé par Napoléon entraîna en 1812 une nouvelle guerre napoléonienne connue sous le nom de campagne de Russie. Les préparatifs de cette grande invasion eurent lieu dans cette région. Le maréchal Ney notamment y résida. En 1812, l'armée de Napoléon est entrée dans la ville d'Insterburg. Ici, dans ce château, il y avait un hôpital, la cavalerie et des écuries pour les chevaux. Napoléon a inspecté son armée avant sa campagne en Russie. Ce château n'a hélas pas encore bénéficié, comme à Eylau, d'un programme de restauration. Mais si vous vous sentez l'âme d'un mécène, les passionnés de Napoléon vous en seront reconnaissants. Au centre-ville, d'autres souvenirs du passage des troupes de Napoléon sont encore présents. Chaque monument a au moins 2 histoires, et ce soldat de la guerre napoléonienne a aussi sa propre histoire. La première est lorsqu'il a été édifié, et la seconde est plus du folklore de Tcherniakovsk. Donc, si une fille célibataire s'assoit sur ses genoux, ça veut dire qu'elle se mariera et qu'elle sera heureuse. Et si un jeune homme touche le canon de ce fusil, il sera un bon militaire. Quelques kilomètres plus loin, se dresse ce qu'il reste du château de Georgenbourg, qui fut le quartier général du maréchal Davout et de sa cavalerie. À cette époque, de telles batailles étaient inconcevables sans chevaux. Et il en fallait un grand nombre. Cette tradition équestre perdure dans la région, même si ce n'est plus dans le même but. Insterburg, dans l'est de la Prusse, est connu des cavaliers du monde entier, puisque c'est ici, dans l'est de la Prusse, exactement à Insterburg, que les célèbres races de chevaux, Trakehner, Holsteiner, Hanov, ont été créées et développées, et de nombreux cavaliers du monde entier se réunissent ici, à Insterburg, pour le fameux concours d'équitation dont nous sommes fiers. Cette campagne de Russie de Napoléon se solda par une terrible retraite. Au cours de ces combats, un général s'est particulièrement illustré, notamment en étant l'inspirateur de la politique de la terre brûlée lors de l'avancée des troupes de Napoléon en Russie et lors de la capitulation et l'entrée des troupes russes dans la ville de Paris en 1814. Dans la région de Kaliningrad, tous les habitants de Tchernobykovsk sont fiers que cette terre soit associée au nom du grand chef militaire russe Mikhail Bogdanovich Barclay de Tolly. C'est ici, à Tchernakovsk, qu'il y a la seule grande sculpture équestre au monde pour ce grand chef militaire. Et nous sommes également fiers que Barclay de Tolly soit allé à Paris 2 fois et n'ait pas permis à l'armée russe de faire un seul dégât sur le territoire du Grand Paris. Quittons le 19e siècle pour voir quels événements du 20e ont également marqué l'oblast de Kaliningrad. La première bataille sur le front oriental de la Première Guerre mondiale a eu lieu en Prusse orientale. Ce fut la bataille de Gumbinnen, le 20 août 1914. Comme Winston Churchill le déclara dans un article publié dans le Daily Telegraph en mai 1930, seuls quelques-uns ont entendu parler de Gumbinnen. Et presque personne n'a accordé de valeur à l'important rôle qu'elle a joué dans la victoire.
Nous sommes au centre de la bataille de Gumbinnen. Ceci est un mémorial. Il est situé directement sur le champ de bataille. Ici, le 20 août, les troupes russes ont vaincu l'armée allemande et ont ainsi aidé la France alliée en retirant les réserves dont les Allemands manquaient dans la bataille de la Marne. Il y a eu une bataille féroce toute la journée. Ici, les Allemands ont utilisé les premières voitures blindées. Les prisonniers russes ont été utilisés comme boucliers humains, mais l'armée russe, l'artillerie, la puissance de l'infanterie ont stoppé les adversaires. Et le célèbre général Mackensen a été forcé de fuir le champ de bataille. Les pertes furent énormes des deux côtés. Et dans leur débâcle, 6000 Allemands furent faits prisonniers. Cet oblast de Kaliningrad abrite aussi un autre souvenir, plus étonnant, de la fin de la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, selon les termes du traité de Versailles, il avait été interdit à l'Allemagne d'avoir des avions motorisés et de ce fait, alors que beaucoup de jeunes aimaient voler, cela contribuait au développement rapide du vol à voile. Au siècle dernier, dans les années 20, les premières compétitions ont apporté une nouvelle sensation et des records du monde. Il a donc été décidé d'établir une école de planeurs sur l'isthme. Chaque année, des passionnés font revivre cette tradition en faisant à la force de leurs bras s'envoler ces premiers planeurs. Sensation garantie. Malheureusement, 30 ans plus tard, Königsberg a été gravement endommagée pendant la Seconde Guerre mondiale et presque complètement détruite au lendemain d'un bombardement massif par l'aviation anglaise en août 1944. 480 tonnes de bombes ont été larguées sur le centre historique. Plus de 40% des bâtiments ont été détruits. Seule la cathédrale survécut. En effet, elle servait de point de repère à l'aviation anglaise. Le commandement allemand avait pourtant bien préparé la ville. Il y avait 3 anneaux de défense comportant chacun des forts et des bastions. Le 9 avril 1945, seulement 3 jours après l'offensive des forces armées de l'Union soviétique, appuyés par l'escadrille franco-russe Normandie-Niemen, les 100 000 soldats de la garnison de la ville se rendirent. À la fin de la guerre, la conférence de Potsdam accorde le territoire à l'Union soviétique. Königsberg est alors renommé Kaliningrad le 4 juillet 1946, avant de s'enfoncer pendant 45 ans dans un profond mystère. La ville est strictement interdite aux étrangers pendant toute la période de la guerre froide. Depuis 1991, la ville s'est ouverte. Elle retrouve son charme historique et attire de nouveaux visiteurs. Par exemple, les forts et les bastions encore en bon état se visitent ou ont trouvé une autre affectation, comme le musée de l'ambre. Mais au fait, qu'est-ce que l'ambre? Une pierre ou une résine? Actuellement, tout le monde sait que l'ambre est une résine solidifiée d'anciens conifères qui poussaient il y a 50 millions d'années dans la péninsule scandinave. Aujourd'hui, cet arbre a hélas disparu, donc l'ambre est une ressource naturelle non renouvelable. Depuis quelques siècles, cette résine a été utilisée dans de nombreux objets de décoration, comme en témoigne notamment cette canne du patriarche Nikon, patriarche de l'Église orthodoxe russe du XVIIe siècle, mais aussi la célèbre chambre d'ambre. C'était une pièce au mur recouverte d'éléments sculptés dans de l'ambre authentique. Elle en contenait 6 tonnes. Offerte par le roi de Prusse Frédéric Guillaume Ier au tsar de Russie Pierre le Grand en 1716 pour le palais Catherine près de Saint-Pétersbourg, elle fut volée par les Allemands en 1941 et elle demeure toujours introuvable. Loin du port, une bâtisse a également survécu aux affrontements dévastateurs. C'est sa cathédrale, devenue symbole et âme de la ville. Elle fut transformée en espace culturel sous l'époque soviétique et accueille de nombreux concerts tout au long de l'année. Nous sommes dans la cathédrale de Kaliningrad, où se trouve le plus grand orgue du pays. Il a 4 claviers pour les mains, une soufflerie et 90 tirants d'orgue. De plus, il est relié par un câble à fibre optique avec un petit orgue de chœur situé dans la partie opposée de la cathédrale. Ce petit orgue choral a 2 claviers pour les mains, 32 tirants d'orgue et 2224 tuyaux. Comme il n'est pas difficile de s'en rendre compte, celui-ci a 8525 tuyaux. Le plus grand mesure 10,50 m et la partie soufflée du plus petit ne mesure que 11 mm.
il est un autre lieu historique plus méconnu et dont la restauration lui confirma son usage, l'église de Juditen. C'est l'un des bâtiments les plus anciens connus à Kaliningrad, l'ancienne Königsberg. Il est de 45 ans plus vieux que la cathédrale et date de 1288. Il y avait à l'époque un village au nom de Juditen, c'était autrefois un territoire autonome, avant d'être annexé à Königsberg. À proximité, il y a le parc Krone, un lieu très prisé des habitants, avec le parc Louise, la tour Louise et ses maisons en pain d'épices. Après sa restauration, cette église attire à nouveau de nombreux fidèles et fait désormais partie d'un monastère orthodoxe. Elle renferme un décor loin des canons traditionnels russes. Cette iconostase est unique parce qu'elle est de style gothique. Dans la région de Kaliningrad, nous avons beaucoup de vieilles églises qui ont été reconstruites en églises orthodoxes. L'église de Juditen a une iconostase de style gothique, tandis que d'autres anciennes églises allemandes reconstruites en églises orthodoxes ont des iconostases de style orthodoxe. Ici, dans l'église de Juditen, ils ont décidé de garder le style gothique de l'iconostase comme il était. Cela a été créé en style gothique sur ordre spécial du patriarche Kirill, qui était métropolite de Kaliningrad et Smolensk dans la ville de Smolensk. Le style gothique est particulièrement distinctif, étant strict et allongé, il est unique et il va bien ici. Nous y sommes tous habitués. Si cette vieille église a un décor intérieur surprenant, retour au centre de la ville pour découvrir d'autres rénovations ou reconstructions qui, elles, cherchent à recréer le charme qu'avait Königsberg. La nouvelle synagogue, ou synagogue libérale de Königsberg, fut au début du XXe siècle l'une des 3 grandes synagogues de la ville. Détruite par les nazis en 1938, lors de la Nuit de Cristal, comme la majorité des synagogues en Allemagne, elle a été reconstruite avec une façade et des tours extérieures identiques à l'original. Située sur la place de la Victoire, la cathédrale du Christ Sauveur est l'édifice orthodoxe le plus important de la ville. Sa première pierre fut posée en 1995 et elle a été consacrée en 2006. En 2010, tout près de la cathédrale, a été ouverte une nouvelle petite église établie dans le même style et dédiée aux saints Pierre et Févronia de Murom. Mais n'oublions pas que cette ville est un port. Et un port d'importance stratégique pour la Russie, car il n'est jamais pris par les glaces, contrairement à celui de Saint-Pétersbourg. Si actuellement c'est un port commercial, ce fut aussi un important port militaire lors de la guerre froide, et des traces de cette époque sont exposées au Musée mondial de l'océan. Ce sous-marin est classifié comme Foxtrot par l'OTAN et c'est l'un des navires les plus intéressants de notre musée. C'est un sous-marin de patrouille diesel électrique. Il transportait 10 tubes de lance-torpilles et 22 torpilles et a servi pendant 30 ans. Maintenant, il est amarré sur les quais du Musée mondial de l'océan pour le plus grand plaisir de nos visiteurs depuis 20 ans. Effectivement, la visite en vaut la peine, car on n'a pas souvent l'occasion de visiter un sous-marin russe de fond en comble. Sur ces quais, il y a aussi un croiseur transformé pour la recherche océanographique, même s'il ressemble davantage à un navire espion avec ses énormes antennes soucoupes. Qui dit port, dit aussi que la côte de la mer Baltique n'est pas loin. À tout seigneur, tout honneur, commençons par découvrir la perle de ce cordon littoral exceptionnel, son isthme. C'est une péninsule sablonneuse qui sépare les eaux salées de la rive orientale de la mer Baltique et l'eau douce de la lagune de Courland. D'une largeur variant de 400 mètres à presque 4 km, elle s'étend sur une longueur de 96 km, partagée presque à part égale entre la Lituanie et l'oblast de Kaliningrad en Russie. La déforestation de l'isthme pour la construction de navires au XVIIIe siècle et le surpâturage du bétail, conjugués aux assauts des tempêtes, accélérèrent l'érosion de ces dunes et l'isthme faillit alors totalement disparaître. Depuis 1987, un vaste projet de reforestation et préservation des espèces de ce milieu naturel a été mis en place. Son territoire est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. En automne, lorsque la nuit tombe, le bruit des ailes recouvre le bruissement des vagues. Des centaines de milliers d'oiseaux volent au-dessus de l'isthme tous les jours. C'est une voie de migration des oiseaux de 150 espèces qui partent du nord de l'Europe vers le sud et l'Afrique du Nord.
Les oiseaux préfèrent éviter l'eau et ils n'aiment pas trop voler au-dessus des eaux libres de la Baltique ou de la lagune de Courlande. Ils se concentrent donc ici, ce qui pour nous les scientifiques est bénéfique. Le fait qu'il y ait beaucoup d'oiseaux est connu depuis longtemps, donc la première station ornithologique du monde a été fondée ici sur l'isthme de Courlande en 1901 et elle était allemande. Après le départ des scientifiques allemands en 1944, seulement 12 ans plus tard en 1956, une station ornithologique soviétique a été recréée ici pour étudier le vol des oiseaux au-dessus de la Courlande. Les ornithologues ont installé sur ces voies de migration les plus grands pièges à oiseaux du monde, longs de 15 mètres. Durant les jours de pointe, ces filets géants capturent plus de 8000 oiseaux par heure. Cette station ornithologique porte le nom de Fringilla, le nom latin du pinson, un des oiseaux les plus communs de l'isthme. Tous les oiseaux capturés sont pesés, contrôlés, bagués et répertoriés avant d'être relâchés dans la nature. Quelques 30 000 à 40 000 nouveaux enregistrements sont ajoutés à leur base de données chaque année. Au pic de la migration, ce lieu regorge de vie. L'isthme de Courlande étant un endroit qui attire les ornithologues de toutes les nationalités. Le pic de la migration, c'est généralement fin septembre et première moitié d'octobre. À certains moments, environ 1 million d'oiseaux volent ici. Un immense flot d'oiseaux survole l'isthme. Afin de sensibiliser la population à la préservation de ce milieu naturel exceptionnel, cette station ornithologique est ouverte au public. Voici maintenant le plus grand anneau de bagages en Russie. Il pèse 20 grammes. Et il est mis sur qui? Les grandes espèces. Cigognes, cygnes, grues, aigles. Ces dunes, largement reboisées, principalement de pins ou de bouleaux, pour éviter l'érosion, recèlent aussi dans un carré de forêt un mystère, objet de légende. Une forêt dansante. Ici, les arbres semblent danser, s'enlacer, et le vent n'y est pour rien. Les légendes racontent que ce serait dû à un papillon qui aurait attaqué le cœur de l'arbre, ou à des produits chimiques abandonnés par les Allemands au cours de la Seconde Guerre mondiale, ou enfin au magnétisme terrestre. En fait, personne n'explique ce phénomène. Alors, en flânant au milieu de ces arbres, il suffit de vous laisser emporter par vos rêves dans cette part de forêt mystérieuse et insolite. Changement de décor à quelques dizaines de kilomètres plus au sud. Enfin, pas tout à fait, car nous restons au bord de la mer et sur une dune de sable malgré son apparence très forestière. Cette longue promenade bétonnée au bord de la mer a été construite pour la protéger de l'érosion et des assauts des tempêtes. Au sommet de la dune, à 40 mètres de haut, la ville de Svetlogorsk et ses 13 000 habitants devint très vite à la mode parmi les vacanciers allemands au début du 19e siècle. En 1820, elle fut officiellement reconnue comme ville thermale. La tradition raconte que chaque personne venant en cure devait planter un arbre, ce qui explique le côté très vert de cette dune. En déambulant dans ces rues, on découvre le charme de ces vieilles villas bien entretenues et restaurées et de son château d'eau style Art Nouveau. Thomas Mann, le célèbre écrivain allemand, en tomba d'ailleurs amoureux. Son ambiance, à la fois calme et chic, fait que l'on pourrait presque la qualifier de petit Deauville de Kaliningrad. Comme toute cette région, elle séduit par son authenticité. Svetlogorsk étant situé au sommet de la dune, ce téléphérique a été reconstruit pour faciliter l'accès à la plage dans les années 1980. En fait, ce premier funiculaire avait été construit avant la Première Guerre mondiale. Au bord de la mer, pour les moins frileux, vous pourrez profiter de la plage avec une température de l'eau pouvant monter à 22 degrés l'été, et pour les autres, farniente où vous promenez sur cette longue promenade de plusieurs kilomètres. Si Svetlogorsk a su conserver son style d'antan,
elle vit aussi avec son temps, comme en témoigne son tout nouvel auditorium. Retour dans la capitale de cet oblast, Kaliningrad, le port d'attache d'un des plus majestueux 4 mâts, le Kreuzenstern. Il s'apprête à repartir en mer et, bien entendu, faire revivre en direct les conditions propres à un tel appareillage. Ce 4-mâts barque russe, le deuxième plus grand au monde, fut construit en 1926 en Allemagne sous le nom de Padoa. Il fut remis à l'Union soviétique en 1946 au titre de dommages de guerre. Rebaptisé pour porter le nom de l'explorateur Adam Johann von Krusenstern, il est devenu aujourd'hui un navire-école pour les cadets de la marine russe. Il prend part à de nombreuses régates internationales et a fait plusieurs fois le tour du monde. À la vue des coupes et trophées ornant les murs et les vitrines de son musée, il a visiblement enchaîné les succès. À son bord se trouvent 250 marins, dont 120 cadets qui vont apprendre tous les jours, en mer, à manipuler sa voilure de 3400 mètres carrés et ses très nombreux cordages. Les manœuvres sont rythmées et ne souffrent pas d'approximation. Les bons gestes doivent devenir des réflexes naturels. Exercice plus impressionnant encore, les cadets vont aussi devoir monter sur les mâts de plus de 50 mètres sans être accrochés. Ils ne portent qu'un gilet avec un mousqueton et ne s'accrochent que lorsqu'ils sentent un coup de vent ou un danger. Décidément, cet oblast de Kaliningrad, avec sa côte, sa réserve naturelle de l'isthme de Courlande, ses lieux de bataille et le charme de l'ex-Königsberg, mérite bien une visite.